Merci Madame la Présidente. Je vais passer au pupitre parce que j'ai des choses à montrer sur lesquelles mon exposé va s'appuyer. Quelques précautions d'usage. Pour commencer, d'abord un grand merci au président de la FIRS et aux organisateurs de ce colloque de m'avoir invité. Ça me renvoie à des souvenirs lorsque j'étais parmi les premiers à assister au colloque de l'Association internationale de pédagogie expérimentale de langue française qui a précédé la FIRS, qui s'est transformée en la FIRS, et au colloque du début de la FIRS auquel je pense avoir assisté, je pense à peu près tous. Les précautions que je voudrais prendre sont les suivantes. Je ne vais pas revenir sur des acquis, notamment des acquis de la FIRC. Je ne vais pas m'attarder par exemple sur le concept d'évaluation qui, comme les personnalités de la FIRC l'ont bien montré à travers leur colloque, ne se réduit pas au contrôle, ne se réduit pas non plus à la mesure. Et donc ça, me semble-t-il, ce sont des aspects qui sont bien acquis dans le cadre des participants au colloque de la FIRC. Je ne peux pas non plus aborder tous les aspects de la problématique de l'évaluation de la formation. C'est beaucoup trop complexe. Beaucoup d'entre vous avaient déjà beaucoup travaillé sur le sujet. Je voudrais aborder justement une problématique tout à fait essentielle de cet aspect, qui est l'évaluation des tâches complexes. Dans le mouvement actuel de l'évaluation des formations des métiers, donc dans le cadre du développement professionnel, en formation initiale ou continue des enseignants, eh bien on est confronté à évaluer des compétences professionnelles, et qui dit compétences professionnelles dit effectivement que l'on est capable de pouvoir effectuer un certain nombre de tâches complexes. Alors beaucoup de questions se posent à ce sujet, et il me semble que les travaux sont encore relativement peu nombreux sur cette problématique particulière des tâches complexes. Qu'est-ce que c'est qu'une tâche complexe par rapport à une tâche que l'on pourrait qualifier de simple, et on devine déjà tout l'aspect relatif qui se cache derrière les adjectifs simples et complexes. Faut-il privilégier les ressources ou les compétences? Actuellement, il y a des grands débats dont les penseurs, les journalistes, toutes les associations débattent pour l'instant pour ou contre les compétences, pour ou contre les seules ressources ou les seules compétences. Une distinction peut-être aussi qui apparaît de plus en plus clairement maintenant, mais aussi peu travaillée, c'est la distinction entre les tâches scolaires ou académiques, entre guillemets, et des tâches qui sont contextualisées, qui sont situées. La distinction aussi, qui est l'objet de pas mal de confusion chez beaucoup d'enseignants, la différence entre application, par exemple, et résolution de problèmes. Dans beaucoup de cas, les enseignants disent apprendre à résoudre les problèmes, et en fait, ils ne font qu'apprendre à effectuer des applications. Entre eux aussi, et ça c'est surtout les travaux des didacticiens, entre situation didactique et situation dite d'intégration, ou entre situation didactique à didactique, situation d'intégration par exemple. Et donc vous voyez qu'il y a tout un jargon qui court autour de cette problématique, et je me méfie personnellement beaucoup du jargon. Il en faut, mais il faut bien s'entendre sur ce que l'on met derrière les termes. Et pour s'entendre, rien de tel que de partir des choses concrètes de la vie professionnelle, du métier proprement dit. Et de raisonner à partir de là pour se mettre d'accord éventuellement sur tel jargon plutôt que tel autre, et d'accepter que chez deux collègues différents, dans deux réseaux différents, éventuellement, le jargon n'est pas strictement le même. L'essentiel, c'est de savoir qu'est-ce que l'on met concrètement derrière ce jargon.
Et je voudrais être fidèle à une de mes convictions depuis un certain nombre d'années, c'est que les modèles de formation, les paradigmes de formation qui sont des paradigmes théoriques puis pratiques, un cours théorique puis stage, ou théorique dans lequel on insère des périodes de stage, en général ne développent pas vraiment des compétences professionnelles utilisées sur le terrain. Et que par contre des paradigmes ou des modèles qui sont beaucoup plus axés d'abord sur les pratiques, sur l'analyse des pratiques, sur la découverte des pratiques, et puis qui se rend compte que rien que de regarder les pratiques, c'est très important d'observer, d'écouter l'épistémologie de l'écoute, de se faire interpeller, comme disait Correa hier, de se faire interpeller par les pratiques. Et on se rend compte que simplement en écoutant, en observant les pratiques, à un certain moment donné, si on peut dégager un certain nombre de composantes essentielles de ces pratiques avec le simple bon sens, et parfois il manque beaucoup de bon sens dans les métiers de l'humain, on s'aperçoit aussi qu'avec le bon sens, ça ne suffit pas et qu'il faut davantage essayer de conceptualiser, de formaliser, parfois même aussi de modéliser. Parce que les théories sont la meilleure et la pire des choses. C'est la meilleure des choses si elles deviennent des grilles d'analyse des pratiques, des tâches que l'on a à accomplir dans un métier. C'est la pire des choses lorsqu'on se réfugie simplement dans la théorie, qu'on se coupe effectivement de son utilisation dans la pratique. Et donc le mouvement pratique-théorie, puis de nouveau la pratique me semble essentielle. Ce que je vais essayer de faire. Certains didacticiens appellent d'ailleurs ça la contextualisation, la décontextualisation et la recontextualisation. Alors, fidèle à moi-même, je vais commencer par présenter un certain nombre de tâches dans des secteurs qui me semblent être familiers par vous. Le monde de la formation, par exemple, des enseignants. Et je sais que parmi vous, il y a un certain nombre de personnes qui travaillent aussi dans la formation des métiers de la santé. Je prendrai des exemples surtout dans ces secteurs-là. Des tâches telles que citer les stages de développement d'enfants selon la théorie de la Piaget, vous voyez ça dans toutes les stratégies de formation, dans toutes les stratégies d'évaluation de la formation des enseignants. Corriger la formulation de l'objectif suivant pour qu'il devienne objectif opérationnel. J'ai vu ça maintes fois. Tâche simple ou tâche complexe? Formuler l'objectif de cette préparation de leçon. Tâche simple ou tâche complexe? Préparer une leçon introductive à la notion d'air pour les élèves du cours élémentaire 2, pour reprendre une appellation française, c'est-à-dire, je pense, de 3e année ou 4e année du primaire, d'une école à mixité sociale forte. Le mot école à mixité sociale forte est important, le mot CE2 est important, le mot R. Est-ce que c'est une tâche simple ou une tâche complexe? Assurer en responsabilité un ensemble de leçons sur l'aire des figures géométriques de base. Est-ce que c'est une tâche simple ou une tâche complexe? Rédiger un portfolio, dans un portfolio, le bilan critique d'une période de stage et de discuter de ce bilan avec le formateur et le maître de stage. Tâche simple ou tâche complexe? Je pense que c'est important de partir de tâches et de raisonner, de voir comment on va conceptualiser, jargonner, entre guillemets, la leçon. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup d'hésitation entre nous en disant, par exemple, que les deux premières que j'ai mis en bleu sur l'écran sont des tâches beaucoup plus simples. Que les deux dernières, assurer en responsabilité un ensemble de leçons, par exemple, ou rédiger un bilan critique dans un portfolio et de le discuter avec son maître de stage et formateur, probablement qu'on n'hésitera pas non plus beaucoup en disant c'est vraiment une tâche beaucoup plus complexe que les deux premières. Entre les deux, on va sans doute un peu hésiter. Et je pense qu'on a raison d'hésiter, et c'est là qu'on aura besoin de réfléchir un peu plus loin, de formaliser. Je reprends dans un autre secteur, mais déjà en les arrangeant pour un propos de théorisation, de conceptualisation. Dans le domaine de la santé, ici je m'inspire, et je sais que beaucoup de personnes des sciences de l'éducation travaillent avec le monde médical ici, ou dans des professions de santé.
au mois de mars, dans une collection que je dirige, sortira un livre que je conseille à ces personnes-là, qui est édité sur le plan scientifique. Donc, les deux coordonnateurs sur le plan scientifique sont Jean Jouquin, de l'Université de Brest, qui est responsable de l'Association européenne de pédagogie médicale et de la revue Pédagogie médicale, et une collègue un peu plus jeune, Florence Parent, une Belge, qui ont rassemblé une bonne dizaine d'experts dans la formation des métiers de la santé et qui ensemble ont écrit un livre qui s'appelle « Penser la formation des professionnels de la santé, une perspective intégrative ». Un livre qui a été d'ailleurs lu, relu, évalué par une trentaine d'experts du Québec, de France, de Belgique, de Suisse, d'un peu partout, et sur lequel je vais m'appuyer beaucoup pour la tentative de démonstration que je fais. Et vous retrouverez d'ailleurs les exemples que je vous montre dans les deux dias ici, dans les deux ou trois dias ici, dans le livre, qui, rappelons-le, sera publié fin mars, je pense. Situé sur ce schéma, les parties de l'oral. Vous voyez, vous avez eu ça vous-même lorsque vous étiez dans le secondaire. Moi, je l'ai eu à l'université, dans mes cours de la faculté de technologie, de sciences et d'éducation. Et vous retrouvez ça, effectivement, dans les cours du premier cycle de faculté de médecine. Énoncer les comportements adéquats adoptés vis-à-vis d'une mère de famille qui amène au service d'urgence son enfant gravement brûlé. Tâche simple ou tâche complexe? On est dans le domaine des attitudes. Tâche simple ou tâche complexe? Il y a beaucoup de confusion à ce propos, justement, de ces énoncés-là. Calculer le dosage d'une injection spécifique donnée, dont les paramètres vous sont donnés ci-dessous. À la formule. Écrire une référence de votre mémoire ou d'un rapport en conformité avec les normes reconnues dans votre institution. Tâche simple ou tâche complexe? Tout le monde connaît ça, tout le monde l'impose à ses étudiants. Vous voyez que j'ai mis un A, un B, de A, de B. Je pense qu'il y a vraiment un sens à ça, comme vous le verrez. Préparer le dosage d'une injection spécifique donnée pour le patient X appartenant au service Y. Ici, on est vraiment dans un service Y. On a un patient X qui a donc un dossier médical, etc. Et il faut préparer une injection spécifique. Donc, c'est plus simplement calculer in abstracto. Valider l'hypothèse selon laquelle le poids de cet enfant X n'est pas conforme à son âge. De nouveau, on est ici en situation. Vous avez le dossier du patient X. Suite à un malaise, le patient vous appelle. Qu'allez-vous faire? Et en fait, il s'agit de faire une injection spécifique. Après consultation des dossiers de deux enfants de même âge, donner des indications appropriées pour leur repas, en sachant que ces enfants sortent des normes de développement. Il faudra pouvoir effectivement valider cette hypothèse. Donc voilà, tâche simple ou tâche complexe. Je vais aller plus loin que dans les dias à propos de la formation des enseignants. Mais on peut faire le parallèle. Chaque fois que Pierrette est au service d'urgence et qu'elle doit accueillir une maman angoissée pour son enfant, qui a été par exemple gravement brûlé, elle est dépassée contrairement à Jacques. C'est une observation que les formateurs, que les maîtres de stage font. Vous pouvez faire le même type d'observation que les enseignants qui se trouvent dans une classe et qui sont dépassés par exemple dans cette classe-là. Dès qu'il a une difficulté, Pierre s'adresse à son maître de stage. Dans quelques secteurs que ce soit, il trouve ça. Faire une enquête auprès des familles dont les enfants sont fréquemment malades. J'ai une erreur ici sur la table. Rédiger un portfolio de manière réflexive. Voilà, je vous donne toute une série de tâches et je pense que si on veut conceptualiser, si on veut jargonner entre guillemets et se comprendre, rien à faire, il faut partir de choses concrètes telles que ça pour essayer un peu de formaliser. La formalisation que je dégage, sur laquelle on peut être d'accord ou ne pas être d'accord, c'est de dire que je vais avoir des tâches simples, plus ou moins simples, un peu plus complexes, mais qui restent encore des tâches simples, du moins dans mon acceptation, et là il faut pouvoir s'entendre.
si on est dans les premiers types de tâches, comme par exemple citer les stades de Piaget. C'est très différent de citer les stades de Piaget et de pouvoir mettre l'étudiant, le stagiaire, dans une cour de récréation et dans une classe, et d'identifier à quel stade se trouve un enfant. Moi, je connais beaucoup de formateurs en psychopédagogie qui sont des champions pour faire citer les stades de Piaget, de les expliquer, etc., mais incapables d'identifier si l'enfant est à tel stade ou tel autre stade. Donc, savoir citer les stades, ou savoir citer les composantes de l'oreille, les organes de l'oreille, c'est évidemment de savoir restituer fidèlement. À l'université, dans certaines universités, dans certains programmes, il y a beaucoup de savoir restituer fidèlement. Et donc, dans le jargon de certains spécialistes, on parle simplement de connaissances, les enseignants parlent simplement de connaissances, les psychologues cognitifs vont parler de connaissances déclaratives, les formateurs, s'ils veulent se faire comprendre par des enseignants, tout en étant fidèles peut-être à ce que les psychologues cognitifs ont intérêt à parler de savoir restituer le plus fidèlement possible. Je pense qu'aller avec un terme comme connaissance déclarative chez les praticiens, ça ne fonctionne pas, sauf certains. Autre exemple, de pouvoir calculer par exemple le dosage d'une injection, ou savoir formuler un objectif par exemple, sont bien ici des savoir-faire. Il s'agit d'appliquer une démarche. La tâche dit bien ce qu'il faut faire. Il faut formuler un objectif. Il faut calculer effectivement le dosage d'une injection. Et il y a une formule, il y a une démarche qui existe. Il suffit de l'appliquer. En mathématiques, résoudre une équation du second degré, eh bien c'est une démarche à appliquer. Même si ça peut paraître complexe à certains. Mais ça reste une tâche simple, entre guillemets. Et donc, on est dans des connaissances que les psychologues cognitifs appellent procédurales. Les Canadiens appellent souvent ça des habiletés. D'autres appellent ça, les enseignants, le mot application, ils comprennent déjà beaucoup mieux. Mais j'ai ajouté l'adjectif scolaire, vous allez comprendre pourquoi. Ou académique. Où j'ai ajouté aussi fermé. Pourquoi elles sont fermées? Dans le sens où la démarche est connue, elle fait partie de la consigne, de l'énoncé de la tâche. Et ça reste des savoir-faire de base, tout à fait indispensables certainement. Par opposition à ce que l'on voit beaucoup maintenant, notamment dans les épreuves internationales, genre PISA, où on dit on évalue les compétences. Et on vous donne parfois même des portfolios, par exemple, dans les épreuves standards de la communauté française de Belgique, eh bien, l'élève reçoit un petit livret avec des tas de situations. Et puis, il reçoit un questionnaire avec des tâches à accomplir. Le problème, c'est de savoir si, ayant donné des situations, s'agit-il de tâches simples ou de tâches complexes? S'agit-il d'application ou s'agit-il vraiment de résolution de problèmes? Si vous regardez attentivement les épreuves PISA ou d'autres épreuves, vous voyez des contextes qui sont présentés. Mais regardez bien ensuite qu'est-ce qu'on demande aux enfants, aux élèves. La plupart du temps, on décompose une tâche qui devrait être complexe en tâches beaucoup plus simples. Et on pense abusivement que la réussite, par exemple, des 3 tâches à propos de la situation est la preuve de la maîtrise d'une compétence. C'est simplement une somme de 3 applications habillées. Et je pense que pour nous, c'est très important dans la formation, dans le métier, de faire la différence entre application, je dirais scolaire ou académique, entre application habillée, contextualisée, mais qui restent des applications. Dans le sens où la démarche appliquée est connue, il suffit de la faire. Évidemment, avec les informations données dans la situation. Et là, on pourrait encore distinguer d'ailleurs de 2 cas de figure. La situation présentée à l'élève comprend toutes les informations et rien que les informations nécessaires pour accomplir les 3 tâches, par exemple, demandées. Ou au contraire,
la situation présente non seulement les informations nécessaires, mais aussi d'autres informations qu'on pourrait qualifier de parasites par rapport aux tâches demandées. Et là, il y a déjà une complexité supplémentaire à venir. Et dans le métier, on se trouve dans des situations où on a toutes les informations demandées, rien que les informations demandées, mais c'est beaucoup plus fréquent d'avoir bien plus d'informations que celles qui sont requises pour effectuer les tâches. Et donc, à mes yeux, ces trois catégories de tâches sont des tâches qui restent simples, même quand elles sont contextualisées, parce que la tâche est une tâche connue, c'est une démarche ou un ensemble de démarches à appliquer, et qu'on est censé avoir appris, même si elle peut paraître difficile au départ. Je pense qu'on arrive davantage dans des tâches complexes lorsque, par exemple, il va savoir, il y a un malade qui a un malaise, hein, je me trouve devant une classe qui n'est pas facile, hein, et je vais devoir, par exemple, pour le médecin ou l'infirmière, eh bien, trouver ce qu'il faut faire par rapport au malaise. Par exemple, dire il va falloir que je fasse une injection et que c'est telle injection et pas telle autre, et que je dois la doser de telle façon compte tenu, effectivement, des paramètres que je trouve dans le dossier du malade. Il ne s'agit plus d'une simple application, puisqu'il s'agit d'analyser la situation, de repérer dans la situation un certain nombre de choses, un certain nombre d'informations, un certain nombre de tâches potentielles, un certain nombre de processus de résolution possibles, et puis de les mettre en œuvre de façon correcte. On est bien là dans la résolution de problèmes, on est bien là dans la tâche complexe. Et donc, assurer par exemple une classe, c'est bien une tâche complexe avec pas mal d'informations dont toutes ne sont pas nécessaires et qui doit être analysée pour voir comment je dois réagir. Et en plus, ce n'est pas une tâche qui s'inscrit à un moment X, mais qui s'inscrit dans un processus et dans la durée. Si je prends les extraits 5 que je vous ai montrés, vous savez, ce médecin ou cette infirmière ou cet enseignant qui se trouve en difficulté face à une maman qui amène son enfant gravement brûlé et qui est très angoissé, qui est très difficile à maîtriser, une classe qui est très difficile à maîtriser, eh bien, ce sont des composantes essentielles du métier. Et on a peut-être trop oublié, y compris dans les sciences de l'éducation, ce qui est en train de réémerger maintenant, toute la sphère de l'émotionnel, du socio-relationnel. Si vous regardez les écrits récents des scientifiques actuellement, vous voyez une montée en puissance depuis 3-4 ans de la composante émotionnelle. Sans doute que les travaux, notamment américains au départ sur l'intelligence émotionnelle, nous ont un peu secoués à ce niveau-là. Et c'est une composante essentielle de tous les métiers complexes. Et c'est ce que j'appelle, moi, on passe cette fois-ci au niveau du savoir-être, de la posture, entre guillemets. Et si je réfléchis bien, le savoir-être n'est rien d'autre que du savoir-faire qui est passé dans l'habitude intériorisée, qui est spontané. Je suis capable d'avoir une relation empathique avec quelqu'un. Mais est-ce que je prends l'habitude d'avoir une relation empathique avec quelqu'un? C'est deux choses très différentes. Les médecins sont des spécialistes, parfois, hein, pour ne pas faire ce qu'ils font, ce qu'ils disent de devoir faire. Hein. C'est la même chose pour les enseignants, d'ailleurs, ou pour certains formateurs. Et puis, une chose, évidemment, et là on retourne au métier et à l'apprentissage des métiers des siècles passés, qui est de l'ordre du projet, hein, le chef-d'œuvre, le fameux chef-d'œuvre, hein, qui est le couronnement de l'apprentissage d'un métier. Les apprentissages par problème et par projet qui maintenant fleurissent dans les facultés de médecine, dans les facultés d'ingénieurs, dans certaines facultés des sciences de l'éducation, etc., sont évidemment des choses importantes parce que
ils obligent à mobiliser non seulement toute une série de tâches simples, mais aussi de tâches complexes, de savoir-faire. Et donc c'est cette mobilisation dans peut-être des macro-compétences qui est à l'œuvre. Alors pour moi, je pense qu'il n'y a pas assez de travaux sur les tâches complexes. Il y a des amorces de travaux, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à ce sujet. D'abord de clarifier la situation problème. Certains didacticiens l'ont fait dans des disciplines particulières. Maintenant, autre chose est de le faire dans des disciplines particulières et de le faire au niveau de la formation de métier, du développement professionnel. Et aussi la notion de famille de situation problème. J'ai essayé de réfléchir, je vous livre mes réflexions, j'ai réfléchi avec des collègues, notamment des collègues médecins, des collègues aussi formateurs en sciences de l'éducation. Il me semble qu'il y a deux composantes essentielles qui vont d'ailleurs se ramifier en deux sous-composantes dans la situation problème. Deux composantes essentielles. D'abord, il faut qu'il y ait une situation complexe et il faut qu'il y ait une tâche complexe. Ce n'est pas pour rien que je vous ai donné des exemples au préalable. Une situation complexe, c'est un ensemble contextualisé d'informations présentées à l'étudiant ou dans lequel on met l'étudiant en vue de réaliser une tâche complexe. Donc, il faut mettre dans un contexte où il y a beaucoup d'informations, et il y a des informations essentielles, il y a des informations qui ne sont pas du tout essentielles. Et les travaux sur les experts, sur lesquels nous avons intérêt à revenir, les travaux sur les experts montrent que dans une situation complexe, où il y a beaucoup d'informations, celui qui est devenu expert, il est devenu parce qu'il est capable de voir très très vite quelles sont les quelques informations prioritaires qu'il doit prendre en considération compte tenu de l'objectif qu'il poursuit, c'est-à-dire d'effectuer une certaine tâche complexe. Et donc ça, c'est une première composante. Et une deuxième composante, c'est évidemment la tâche complexe en elle-même, et je vous renvoie aux exemples, parce qu'il y a un processus non pas d'application, mais un processus de résolution de problèmes. C'est-à-dire d'aller chercher une série de démarches d'application, lesquelles et comment les coordonner, comment les ajuster en fonction de la tâche finale requise, du produit attendu final, et en fonction du contexte dans lequel on évolue. Et donc, situation complexe, tâche complexe. Et ces deux composantes se ramifient, me semble-t-il, c'est ma tentative de formalisation, en deux sous-composantes, le contexte au sens général du thème et les informations présentes dans ce contexte. Je vais donner des exemples à partir notamment des types de situations que j'ai présentées tout à l'heure. Et une tâche complexe, ça signifie qu'il y a un problème à analyser, souvent à découvrir d'abord. Dans beaucoup de cas, le problème n'est pas identifié, il faut le découvrir, il faut l'analyser. Et il y a un processus de résolution, une combinaison effectivement de démarches, et un produit dont on va vérifier la qualité des ressources qui ont été mobilisées à travers ce produit. Mais il n'y a pas simplement un produit, il y a un processus aussi qui conduit à ce produit. Alors, la notion de famille, de situation problème, pour moi, est très importante. Pourquoi? Parce que on ne peut pas, pour l'apprentissage d'un métier, d'une profession quelconque, identifier toutes les situations problèmes auxquelles est susceptible d'être confronté. On le sait, on le dit depuis très longtemps. Mais alors, comment réagissent? D'autant plus qu'on ne sait pas ce que l'avenir va nous donner. Quel est l'impact de certaines technologies de l'information et de la communication? On voit déjà l'impact de certaines technologies, mais il y en a d'autres qui sont en cours. On voit de plus en plus, par exemple maintenant, des iPads et des choses comme ça dans des classes entières, dans des établissements entiers, dans certaines villes européennes ou autres. Quel est l'impact de cela? Donc, il est impossible de faire l'inventaire complet des situations de problème. Et c'est sans doute pas utile du tout.
Alors comment réagir par ça? Je pense que le réflexe qu'on peut avoir, c'est de se dire, bon, il faudrait pouvoir d'abord raisonner en termes de famille de situation problème, de catégorie de situation problème. Et ensuite de se poser la question de savoir, mais quelles sont les catégories de situation problème qui vont apprendre quelque chose d'essentiel pour résoudre d'autres familles de situations problème que nous ne connaissons pas encore. Ou de résoudre des familles de situations problème dans des contextes très différents qui arriveront quoi qu'on fasse pour l'instant. Alors une première façon de voir les choses, c'est de dire on va essayer de faire des ensembles de situations de problème de niveaux de difficulté plus ou moins équivalents et qui traduisent une même compétence, c'est à la mode. Le problème, c'est qu'on n'a jamais deux situations de problème, même proches, qui sont de même niveau de difficulté. Une même situation de problème face à deux apprenants, à deux futurs enseignants, deux futurs médecins ou infirmières ou kinésithérapeutes, etc., eh bien, sont, ne fût-ce que subjectivement, de difficultés différentes. C'est donc là une difficulté majeure auquel nous sommes confrontés. Et en plus de cela, une autre difficulté aussi importante, c'est qu'une même formulation de compétences correspond à des niveaux de difficulté, de complexité très différents suivant le niveau des étapes de la formation. La preuve en est, si vous regardez les 10 et maintenant les 13, peut-être les 14 compétences génériques issues des travaux internationaux de l'Union européenne, dont les 10 premières ont été d'ailleurs, je pense, statuées au sommet de Stockholm, je ne sais plus quelle année, bien vous retrouvez ces mêmes 10 ou 13 ou 14 compétences génériques, à la limite, depuis le préscolaire si vous regardez bien, jusqu'au post-doctorat. Une compétence comme analyser, par exemple, eh bien, elle est déjà en présence quelque part, mais sous une forme très différente, au préscolaire, au primaire, au collège, au lycée, à l'université, au doctorat, au post-doctorat. Je pourrais en citer toutes celles qui ont été définies par la Commission européenne, par exemple. Et donc, autrement dit, les familles de situations problèmes, eh bien, sont de difficultés pas nécessairement croissantes, je dirais presque l'inverse. Ce qui était particulièrement complexe et difficile au point de départ, hein, et la réunion, je ne dis pas la somme, mais la réunion de plusieurs situations problèmes apparemment complexes au point de départ, vont devenir une situation problème qui intègre les autres, qui, elle, va devenir complexe en deuxième lieu, et en réunion avec d'autres, finira par générer des situations problèmes bien intégrées, complexes à un certain moment donné, devenant simples par la suite. Et donc c'est tout le problème de l'intégration progressive. Et c'est vrai d'ailleurs dans les disciplines scientifiques de la nature. Si vous regardez un ion, c'est un élément complexe, mais qui est simple par rapport à l'atome, qui est même complexe et simple par rapport à une molécule, qui par rapport à une cellule, par rapport à un système, etc. Et donc, les experts sont ceux qui sont capables de raisonner sur des niveaux de complexité qui intègrent des niveaux inférieurs d'intégration. Deuxième façon d'avoir, qui est inspirée de mes commentaires, et des travaux sur la formation de l'expertise, c'est se dire qu'une famille de situations problèmes, c'est bien un ensemble de situations problèmes, mais caractérisé par un même invariant et par des habillages différents. La notion d'invariant et d'habillage qui m'a été inspiré des travaux sur les experts. Qu'est-ce que c'est qu'un invariant? C'est une structure qui se trouve, qui est identique. Il y a des éléments identiques et relationnellement reliés
et qui sont semblables dans toute une série de situations de problèmes. Et cette structure, elle peut être habillée de multiples façons. Je vais prendre d'abord un exemple très simple. Prenons un simple exemple de résolution de problèmes mathématiques, incluant par exemple, je ne sais pas, la multiplication, la division, etc. Eh bien, la structure invariante, c'est de dire, bon, j'aurai besoin, par exemple, d'une ressource telle que la multiplication, telle que la division. Il va falloir combiner, par exemple, des opérations de différentes natures. Mais la grandeur des chiffres, par exemple, peut très bien varier d'un problème à l'autre. Je peux contextualiser ça dans une situation de marché, dans un problème beaucoup plus décontextualisé. Donc je peux vraiment ajouter, habiller de multiples façons. Ce n'est pas parce que hier vous portez un costume noir et aujourd'hui un costume jaune que vous avez changé. L'invariant, c'est la personne qui se trouve derrière l'habillage. Et donc, ça me semble important d'essayer d'identifier dans des familles de situations de problèmes, d'abord, quelles sont les familles de situations de problèmes sur lesquelles il faut, qui sont essentielles pour la formation dans un métier. Donc, autrement dit, l'ensemble des tâches complexes, notamment, et qu'est-ce qu'il y a comme invariant à travers des situations de problèmes, des tâches, notamment, qui appartiennent à la même famille. Et donc, quelles sont les caractéristiques communes et incontournables de ces situations? Et en sachant très bien que l'invariant au niveau d'une première étape de formation ne sera pas le même que lors d'une deuxième étape, d'une troisième étape. À une deuxième étape, l'invariant comprendra des éléments de plusieurs invariants d'une première étape. Et l'habillage, c'est tout ce qui permet de générer des situations différentes, apparemment, mais de même niveau quant à l'invariant. Ça ne veut pas dire de même difficulté. Dans des situations de problème de même invariant, il peut y avoir des niveaux de difficulté différents causés à cause de l'habillage, causés aussi à cause des réactions des différentes personnes, des milieux dans lesquels ils se trouvent à certains moments donnés, de ce qu'ils ont fait antérieurement. Mais l'invariant est quelque chose qui décrit quelque chose d'essentiel dans la formation d'un métier. Donc je symbolise ça de la façon suivante. Pour essayer de décrire les caractéristiques de l'invariant, il faut voir quelles sont les caractéristiques du contexte qui va définir une famille de situation de problème, quelles sont les caractéristiques, quelles sont les informations essentielles ou le type d'information essentielle qui fait partie de l'invariant, quels sont le type de tâche, les caractéristiques de la tâche qui font partie d'une même famille de situation de problème, et quelles sont les ressources qui, impérativement, les types de ressources qui doivent être mobilisées pour cela. Alors de nouveau, bien tel que d'essayer de faire la chose concrètement, prenons l'exemple, et tout le monde va, je pense, le comprendre, parce qu'on est tous confrontés à des problèmes de relation avec le personnel de santé. Dans la formation d'un médecin, par exemple, eh bien, le type de contexte, ça peut être, par exemple, un hôpital, et l'hôpital peut être une caractéristique de l'invariant. Mais un autre invariant pourrait être le service de santé de Brousse. À un certain moment de la formation, eh bien, les compétences à acquérir ne sont pas strictement les mêmes dans l'hôpital, dans le service de Brousse. Mais à un moment plus terminal de la formation, eh bien, l'hôpital et le service de santé de Brousse, par exemple, deviendront des éléments de l'habillage, et non plus de l'invariant, de par le processus d'intégration progressive. Si je me trouve dans le domaine du curatif ou du préventif, là, ça peut faire partie de deux caractéristiques, de deux invariants différents, et à un certain moment de la formation, ça devient de l'habillage. De même, pour les informations, un médecin, à un certain moment donné, eh bien, va maîtriser une tâche lorsque tous les antécédents dans le dossier sont fournis,
Et il ne maîtrisera pas éventuellement s'il manque des éléments essentiels des antécédents. Ce n'est qu'à un moment ultérieur de la formation qu'il pourra aussi prendre en conséquence, qu'il pourra analyser les situations pour découvrir des antécédents qui lui sont nécessaires et qui ne lui étaient pas fournis. Même chose, le problème est énoncé où il est à découvrir. Le type de tâche, faire un diagnostic impliquant un médecin seul ou au contraire impliquant plusieurs médecins de spécialités différentes, c'est de nouveau encore des compétences qui peuvent faire des invariants différents à certains moments donnés de la formation. Faire un bilan pour soi ou faire un bilan à rédiger dans un rapport pour un autre médecin ou pour un malade, par exemple, ce sont des choses qui peuvent être différentes à certains moments donnés de la formation. Mais à un moment ultérieur, eh bien, il y a là une série de compétences, de démarches partiellement communes. Les ressources à mobiliser, les ressources classiques bien connues du médecin, telles que la température, l'auscultation, la palpation, par exemple, l'entretien, eh bien, font partie de l'invariant à certaines étapes de la formation. Et à d'autres moments donnés, on va rentrer dans une autre étape où ces mêmes ingrédients eh bien, vont devoir être complétés par des caractéristiques supplémentaires, telles que les examens biocliniques, par exemple. Le fait de devoir rechercher ou pas rechercher des informations, ce sont des éléments qui peuvent éventuellement définir une famille de situations de problèmes. Et donc, ce que je voulais montrer à partir de là, c'est qu'on a intérêt à essayer d'identifier les caractéristiques autour de ces 4 pôles-là. Le contexte, les informations issues dans la situation, le type de tâche et le type de ressources à mobiliser. Et en n'oubliant pas qu'à un certain niveau de formation, l'hôpital ou au contraire, par exemple, le service de brousse, ou prenons dans le cadre du métier d'enseignant, une classe dans un établissement, dans un lycée de centre-ville par exemple, ou au contraire dans un quartier en zone d'éducation prioritaire, eh bien, ce sont deux invariants, deux caractéristiques de deux invariants différents. Et donc ça constitue des contextes différents, donc des invariants différents qui peuvent amener des informations, qui peuvent amener des tâches, parce que ces 4 éléments ne sont pas indépendants. Le contexte peut amener des informations, peut amener à identifier des tâches à faire différentes, peut amener à rechercher et mobiliser des ressources différentes. Et donc on a affaire alors à ce moment-là à des familles de situations de problèmes différents. À un niveau terminal de formation, par contre, on estime que ceux qui étaient des familles différentes de situations de problèmes se réunissent en familles, avec des invariants qui combinent certaines caractéristiques des invariants antérieurs, mais pas tous. Certains éléments, certaines caractéristiques deviennent des habillages. Et ça pose donc le problème concret de la conception des curriculums, sur lesquels beaucoup de travaux se penchent actuellement, et qui pour moi ne consiste pas simplement à pouvoir identifier et nommer les compétences. Ce que l'on a fait dans beaucoup de métiers un peu partout. Dans la formation des enseignants, si ma mémoire est bonne, le référentiel de compétences en France est de 10 compétences officiellement prescrites. Au Québec, je pense que c'est 12, je pense, en Belgique francophone c'est 13, et dans le Valais c'est 14, si ma mémoire est bonne, pour prendre des exemples. Et si on analyse, et j'ai fait cette analyse, on s'aperçoit finalement que les énoncés, à quelques mots près d'ailleurs très significatifs, sont les mêmes. Par exemple, en France, vous ne voyez jamais le mot éducation et éduquer. Mais vous voyez enseigner et apprendre éventuellement. Au Canada, dans le Valais, en Belgique, le mot éduquer se trouve présent dans l'énoncé. Et ça traduit d'ailleurs des cultures quelque peu différentes. Mais je pense que si on a fait un pas en avant avec ça, on ne va pas encore très très loin. Et ce qui me semble important, c'est au moins de tenter de définir les quelques familles de situations, problèmes terminales du métier.
et de bien caractériser les invariants de ces familles de situations problèmes terminales. Et à le faire avec justement les formateurs, avec les maîtres de stage, avec des gens du métier, avec les formateurs, dans un processus de construction participative. Donc pour moi, il ne suffit pas d'avoir les compétences terminales. Il faut essayer d'identifier les familles de situations problèmes et donc de décrire les invariants. Ça, c'est la première étape, me semble-t-il, nécessaire pour l'évaluation certificative finale. La deuxième étape, c'est de pouvoir, à des moments clés de la formation, des études de médecine, ça dure 7 ans ou 6 ans, hein, le métier d'enseignant dans certains pays 3 ans, ou dans d'autres pays 5 ans par exemple, eh bien c'est de définir des familles de situations problèmes à des moments clés, à des étapes intermédiaires clés. Et de telle façon qu'il y ait une intégration progressive de ces catégories de familles de situations problèmes. Il n'en faut pas beaucoup, mais il faut quelques références clés. Et ce travail, à mon sens, reste à faire, même s'il y a des amorces à gauche et à droite dans ce sens-là. Et donc, ce n'est pas la profusion de familles de situations de problèmes, c'est vraiment d'identifier les quelques familles de situations de problèmes qui vont être nécessaires pour continuer à apprendre et pour pouvoir effectuer les tâches d'abord urgentes du métier. Parce que c'est en résolvant des problèmes, c'est en effectuant des tâches complexes que l'on va apprendre à effectuer d'autres tâches complexes et à résoudre d'autres problèmes. Je vais devoir arrêter et je vais encore prendre 5 minutes. 2 petits exemples, mais parcourus à une vitesse sur l'évaluation. On discutait tout à l'heure en aparté sur notamment la formation. Est-ce qu'il faut une formation à la recherche de nos futurs enseignants ou de futurs professionnels? La réponse est souvent oui. Mais la question, c'est à partir de quel moment? Dans mon université, on a pris le parti de dire qu'il faut une formation à la recherche dès la première année de l'université. Alors que l'objet du mémoire n'est pas connu. Mais qu'il faut mettre en situation de recherche à un niveau compatible avec le niveau de l'étudiant. Donc, personnellement, j'ai assuré de nombreuses années le cours de méthodologie d'observation, y compris la statistique. Eh bien, la compétence terminale, et vous devinez le type de situation problème qu'il va y avoir derrière, c'est de rédiger un rapport scientifique d'une recherche observationnelle. Une recherche observationnelle, si on la caractérise bien, est compatible avec le niveau des étudiants de première année d'université, à laquelle l'étudiant aura participé activement. Donc il faut le mettre, il faut trouver des dispositifs de formation, cours théoriques, travaux pratiques, travail en dehors du cours, etc. Je n'ai pas le temps peut-être dans la discussion, s'il y en a une, je peux l'expliquer. Et donc, cette compétence terminale, ça veut dire qu'on va mettre les gens devant des situations problèmes de recueil d'informations, par exemple, de traitement d'informations, de vérification, par exemple, de la fiabilité des observations, situation problème de rédaction d'un rapport de recherche observationnelle. Et si je regarde rédiger un rapport scientifique compatible avec ce premier niveau, qui n'est pas le même qu'un niveau de 5e année d'université, par exemple, on voit que le contexte, l'invariant que je définis, c'est bien une recherche observationnelle, ce n'est pas une recherche, par exemple, vérificatoire. Hein. C'est une recherche conduite par l'étudiant lui-même en collaboration avec ses pairs, auprès de jeunes enfants. Pourquoi? Parce que les jeunes enfants, c'est un public sur lequel, effectivement, des étudiants de 18-19 ans peuvent relativement travailler facilement, surtout les enfants entre 5 ans et 8 ans, par exemple. Information, eh bien, dans l'invariant, le cahier des charges de l'observation est fourni aux étudiants. Ce ne serait pas le cas, évidemment, d'une recherche de 5e année. Il y a 3 hypothèses qui sont imposées à vérifier. Il y a une hypothèse à formuler librement par les étudiants.
Il y a des critères et des indicateurs des rapports scientifiques qui sont fournis, qui sont expliqués. Et donc, vous voyez que je peux définir les invariants en termes de contexte, en termes d'information, en termes de tâches et en termes de ressources à mobiliser, ce que je n'ai pas le temps de parcourir complètement. Alors, deux choses avant de passer au dernier exemple. Qui dit tâche complexe dit multidimensionnalité. Et qui dit multidimensionnalité dit au moins certaines dimensions qui apparaissent sous un nom ou sous un autre nom de façon différente, mais il y a toujours quelque part ce qu'on peut appeler la pertinence de l'analyse. Face à une tâche complexe, un contexte, à des informations, à des ressources à mobiliser, rien à faire. Il faut d'abord développer la capacité, il faut évaluer la capacité à évaluer la situation problème. Et puis il y a une autre dimension qui apparaît toujours, que l'analyse a été faite de façon pertinente ou pas, il y a toujours à un certain moment donné l'utilisation de ressources. Et il faut que l'utilisation de ces ressources soit correcte. Et on oublie très souvent que, à part les étudiants extrêmes, les plus performants et les sous-performants, la plupart des étudiants se trouvent quelque part entre les deux. Et que si les surperformants réussissent, par exemple, les deux dimensions que je viens de citer, et d'autres éventuellement, si les sous-performants ne réussissent pratiquement aucune des deux, la majeure partie des étudiants peuvent les uns maîtriser l'une sans maîtriser l'autre, ou maîtriser davantage l'une sans maîtriser l'autre. Or, que font actuellement nos évaluations certificatives, les nôtres, et celles de PISA par exemple, ou de TIMSS, etc. Ils rassemblent sur une échelle mathématique unidimensionnelle des choses qui ne sont pas unidimensionnelles. On ne commettra pas beaucoup d'erreurs pour les surperformants et les sous-performants. Mais un même chiffre de 500 sur l'échelle PISA, par exemple, peut signifier des choses très radicalement différentes sur les différentes dimensions. Et là, je vais utiliser un terme un peu fort, la folie actuelle de vouloir tout valider impérativement avec la théorie de la réponse à l'item, la théorie mathématique de réponse à l'item, qui, pour ceux qui s'en souviennent, c'est la probabilité de répondre correctement à un item égale fonction d'un paramètre qui est censé être l'objet évalué, comme c'est pas trop d'ailleurs ce qu'il y a derrière, plus toute une série d'autres paramètres aléatoires, dont le langage utilisé, le moment de la passation et tout ce que vous voulez. Ils essaient de neutraliser les facteurs aléatoires. Pourquoi? Pour essayer d'avoir un objet unidimensionnel. Mais par définition, une tâche complexe, une compétence n'est jamais unidimensionnelle. Et c'est la raison pour laquelle les épreuves, souvent externes, y compris nationales, j'ai fait l'analyse de beaucoup d'épreuves externes, eh bien, rejettent toute une série de propositions de tâches à mettre dans les questionnaires externes, tout simplement parce qu'ils ne sont pas validés par le modèle mathématique unidimensionnel. J'avais un autre exemple, mais on me fait signe que je ne peux pas parcourir, mais je voudrais dire ceci en conclusion. Il faut absolument qu'on continue, nous chercheurs, à travailler sur des dispositifs qui permettent d'évaluer. Et je parle ici surtout pour l'instant de l'évaluation certificative, mais ce serait vrai aussi pour l'évaluation formative. Mais dans les épreuves certificatives qui sont quand même à conséquences sociales importantes, il faut continuer à travailler le domaine de l'évaluation certificative de tâches complexes. D'abord sur les tâches complexes elles-mêmes et sur effectivement les dimensions, les critères des tâches complexes. Et sans doute que les travaux actuels, il y en a plusieurs d'ailleurs dans ce colloque, sur les portfolios, mais Dieu sait s'il y a beaucoup de recherches différentes et de nature très différentes, c'est déjà une voie intéressante. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à approfondir à ce niveau-là. Et aussi des dispositifs d'évaluation, j'aurais voulu vous en présenter un, mais faute de temps, je ne pourrais pas le faire, où le dispositif d'évaluation est construit avec les étudiants eux-mêmes et devient
même si c'est un outil d'évaluation certificative, un moment clé, un des plus forts de l'apprentissage, tel que les résultats d'études que j'ai faites le montrent. Et là, je vous invite peut-être à aller regarder les travaux actuellement qui sont menés par un groupe, un mouvement en Grande-Bretagne, qui est l'assessment for learning, pour l'apprentissage, et non pas l'assessment of learning, simplement. Actuellement, on fait de l'évaluation de l'apprentissage, et on ne fait pas assez de l'évaluation pour l'apprentissage, y compris dans l'évaluation certificative. Dans l'évaluation formative, ça va de soi, mais y compris dans l'évaluation certificative. Et je regrette de ne pas avoir eu le temps de vous présenter un exemple concret, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. Je vous remercie de votre attention.